Salut et bienvenue pour un nouveau top 15. Vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, j'aime rire. Je sais, c'est pas évident à voir et des fois, je donne l'impression que c'est pas trop le cas, mais j'aime bien rire de temps en temps. Comme je crois 99,9% des gens, je pense que c'est un trait commun à l'humanité assez notable. Et je garde sincèrement un chaleureux souvenir des nombreux humoristes qui, dans ma vie, ont su me tenir sur mon siège et les regarder sur l'écran de télé, faire leurs sketchs, me faire rire tout simplement, de façon naturelle, de façon simple parfois, mais souvent passionnée. Et il y a beaucoup de cas comme ça, et beaucoup d'humoristes. J'en suis plus trop maintenant, j'en suis encore quelques-uns, j'en parlerai un petit peu d'humoristes qui sont encore d'actualité, mais il y a quand même beaucoup de ces humoristes que j'ai suivis depuis les années 90 qui sont restés pour moi maintenant, et même lorsque je les revois maintenant, restent des incontournables. Et pour quelqu'un dont l'un des attraits, ce que j'essaye de faire en partie, c'est d'être divertissant dans mes vidéos, et ben je trouve que c'est pas idiot de parler de ces maîtres à penser, le terme est très fort, de ces gens qui auront peut-être pu m'inspirer ou que j'aimerais bien devenir, dont j'aimerais bien atteindre le talent en termes d'écriture comique, en termes de jeu comique. Et c'est pas plus mal de faire une liste là-dessus. J'y ai réfléchi depuis pas mal de temps et je me suis dit, allez, autant se lancer. Ça va pas être très long, logiquement, à faire cette liste, puisque c'est juste moi qui parle des humoristes qui me plaisent beaucoup. Je pense que la plupart d'entre eux sont très connus et n'auront pas besoin de grandes présentations. Néanmoins, maintenant que c'est clair, hein, on va parler de quelques petites mentions honorables, et histoire de, parce que bon, je vais en citer 15, il y en a plus de 15 que j'ai suivis, et il en existe évidemment bien plus que ceux que je connais. Donc ce ne sera pas à partir d'une liste exhaustive. Gardez en tête que c'est les humoristes francophones, parce que ouais, j'ai pas suivi énormément les autres humoristes. Hein, c'est surtout les humoristes de France et quelques-uns qui nous ont été exportés entre guillemets du Québec, dont je vais parler. Mais ouais, c'est des humoristes français ou qui sont d'autres nationalités mais qui ont été exportés en France. Parce que je fais pas gaffe, si ça se trouve, il y en a certains qui sont belges ou je ne sais pas. Je ne fais pas le topo sur la nationalité de tous ceux que je suis. Et parmi ceux-là, il y en a quelques-uns qui n'ont pas atteint mon top 15, mais qui méritaient d'être cités un tout petit peu. Bon, on va parler rapidement déjà de la période Laurent Ruquier. Je ne cite pas Laurent Ruquier parmi mes mentions honorables, même si à l'époque, il me faisait un peu rire. Je le revois maintenant avec un peu plus de recul, c'est pas le plus drôle qui soit, mais je garde quand même un truc, une certaine attache, et surtout au fait que il a su monter un petit collectif. Avant, on n'est pas couché, c'est je ne sais plus comment s'appelait son émission de 19h à 20h. Il a su monter un petit collectif de gens qui, certains, savaient être très drôles. Notamment Jean-Luc Lemoyne. Je le trouve bien marrant, hein. Il a sa personnalité, il passe très bien, un côté cynique qui passe beaucoup dans ses sketchs, et pas loin de mon top 15, celui-là, et Christophe Alévèque. Très marrant là aussi. Quelqu'un qui a un parti pris très révolutionnaire, ça se sent, tout en assumant son côté un peu beauf sur les bords. Et il était très marrant. Il y a beaucoup de ces sketchs qui m'ont fait marrer à celui-là. Et c'est grâce un petit peu à l'émission de Laurent Ruquier. Peut-être qu'ils ont décollé, mais en tout cas que je les ai connus. Enfin, je sais pas s'ils auraient pu se faire connaître sans, mais ouais. De l'époque aussi, il y avait Thomas Sisley, j'aimais bien. J'ai vu ses... Je crois qu'il a fait 2 spectacles sur scène. Un peu, c'est lui qui a un petit peu popularisé le petit stand-up sur le principe, alors qu'avant c'était des sketchs, dira-t-on plus, mis en scène dans les spectacles humoristiques. Et là, celui qui a vraiment popularisé un style, je me pose devant vous, devant le micro, et puis je parle. Ce qui, voilà, si est bien ou pas selon vous, je trouve qu'il l'a très bien rendu. Après, je trouve qu'en termes de productivité, il y avait mieux. Il est devenu une pseudo-star grâce à Largo Winch. Et je sais plus, j'ai plus trop entendu parler de lui. Peut-être qu'il continue à faire des sketchs, je suis pas. Bien. Après, bon,
petite parenthèse spéciale troupe, puisqu'il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup, comme les Nous c'est nous, que j'adorais quand j'étais plus jeune. Maintenant, en revoyant ça avec un peu de recul, ça reste une troupe qui m'a bien fait marrer, mais qui n'était pas aussi drôle, aussi puissante que d'autres plus populaires qui sont plus restés dans les mémoires. Mais je garde une petite attache à ce qu'ils m'ont proposé, cela. Et ouais, c'est toujours un petit peu peinant de voir un groupe se scinder pour que tout le monde fasse sa carrière solo et que ce soit plus comme ça, ce soit plus comme avant. C'est toujours une petite perte, ça. Et sinon, bon, rapidement, deux groupes humoristiques chanteurs que je trouvais pas aussi puissants que ce qu'on a par la suite, mais que je tenais à citer un petit peu, qui sont un peu moins connus. Donc les Go-Get, que j'ai découvert récemment sur YouTube, que je trouve très marrant dans leur parodie de chansons connues à thème humoristique, majoritairement politique, très bien rendu, et les chansons plus bifluorées, auxquelles je fais allusion à de nombreux moments dans mes vidéos. C'est mes parents qui me les ont fait connaître. J'ai toujours adoré leur ton humoristique, leur petit délire. Des fois autour de chansons déjà connues, des fois autour de chansons qu'ils créent eux-mêmes. Ils savaient alterner entre les deux. Et ça, c'est un groupe qui maintenant, ces derniers temps, fait plus trop parler, puisque je pense qu'ils ont atteint un certain âge, mais qui a été un pan de mon enfance et de mon adolescence, et qui représente beaucoup. Je les situe pas tout à fait dans mon top 15, mais il méritait que je les cite. Même si vous ne les connaissez pas, vous pouvez trouver leurs chansons sur YouTube, ou ailleurs très certainement, et c'est des petits bijoux à entendre, des délires qui passent excellemment pour moi. Et je les mets à peu près en parallèle avec les Go-Get. Les Go-Get, j'ai découvert récemment, donc il y a la nouveauté qui vient, mais pour moi c'est à peu près le même niveau de qualité. Je les adore autant, ces deux groupes-là. Bien, et enfin oui, j'ai failli oublier les Chevaliers du Fiel aussi. Ça, je pense que ce sont les humoristes préférés de mes parents. Je les aime bien aussi, pas tout à fait au stade du top 15 à titre personnel, mais ouais, il y a ce côté plus franchouillard de ces deux personnes qui savent jouer l'un de l'autre. On voit vraiment cette dynamique de duo, que les deux se connaissent bien et qui sont sur la même longueur d'onde pour faire passer leur ambiance, leur ton. Ce sont clairement des artistes de gauche. Ça, c'est évident, si vous voyez le topo. Ils l'assument un petit peu dans pas mal de leurs sketchs. Et ils rendent bien une bonne partie de leur message. Et je parle de la gauche de l'époque des années 90-2000, hein, cette gauche-là. Hein, je tiens à le préciser, je ne vais pas aller plus loin sur cette ère-là. Bien. Petite liste de départ rapide pour faire comprendre qu'il n'y a pas que 15 humoristes qui m'ont marqué. Et avant de commencer le top 15, j'aimerais juste préciser les petites règles pour justifier ce qui est un humoriste pour moi. Je vais faire en sorte de prendre le moins en compte tout ce qui a été film et série. Même s'il s'agit de films ou de séries hilarantes. Je mets ce cas à part parce que ça définit assez bizarrement la ligne de ce qu'est un humoriste. Il y a une différence entre humoriste et comédien pour moi, et là on est dans la caste comédien. Par exemple, Louis de Funès est un comédien. Il a fait énormément de rôles qui sont hilarants, il a toujours su prendre ce rôle type la plupart du temps qui l'a rendu incontournable. Et ouais, si je vais citer les acteurs qui m'ont le plus fait rire, je le situerai dans le top 15 facilement, même dans le top 5, hein, sans problème. Mais il n'a jamais eu de vraie carrière d'humoriste, il n'a pas fait de sketch, il n'a pas mis en place des sketchs, que ce soit sur scène ou dans la mise en scène, vidéo, quelque chose comme ça. Il a toujours, presque toujours, fait des rôles ciné. Ce qui fait que bon, ça ne correspond pas exactement à ce que je recherche dans un humoriste. Vous voyez. Donc, il y a pas mal de ces humoristes que je vais citer dans le top 15 qui ont eu une carrière télévisuelle ou au cinéma, et c'est pas trop ça qui va définir mon appréciation de leur niveau d'humoriste. Voilà. Maintenant que c'est dit, enfin, on va s'atteler à ce top 15 en commençant par le numéro 15, Vincent Lagaffe.
Je suis sérieux. Et je vous cache pas que j'hésitais, hein. Mais j'ai envie d'être franc avec vous et de faire ressortir ce qui a su m'impacter et ce qui marche toujours chez moi. Vincent Lagaffe, vous le connaissez sans doute comme présentateur de jeux télévisés comme le Big Deal, ou le juste prix, ou des trucs beaucoup moins marquants, qui font moins parler récemment. C'est un présentateur qui a la niaque ultra énergique. Et ça joue là-dessus, parce que je pense sincèrement que ça aide à le situer plus haut dans ce classement, c'est-à-dire dans le top 15, parce que il a toujours eu cette pêche, ce côté j'ose certains trucs, ce talent de l'improvisation et de chauffer le public. C'est assez énorme, il a toujours eu ce talent-là et ça se ressent pas mal dans les spectacles et les petites blagues sur scène qu'il a faites lorsqu'il était plus jeune. Parce qu'il en a fait pas mal de spectacles comme ça, au moins 3. J'ai eu les 3 en cassette et je les ai adorés. Je les ai adorés parce que c'est quelqu'un qui montrait vraiment son énergie et qui avait le peps et le talent de la mimique. Ce mec sait faire passer l'humour de la situation à travers son jeu, ses expressions et ses déplacements. C'est quelqu'un, une fois de plus, de très énergique et ça aide beaucoup une bonne partie de ses sketchs. Parce que le texte en lui-même, bon, c'est pas le pire qui soit, vraiment, mais bon, c'est pas le plus recherché qui soit, c'est surtout le jeu et c'est très important, le jeu qu'il donne et cette espèce de façon de se donner à fond sur scène, surtout dans ses premières années, ça se ressent très bien, hein. Ceux qui se souviennent un petit peu de ça, qui ont mon âge et qui ont un petit peu suivi peut-être, se souviendront peut-être de la scène où il doit chanter Étoile des neiges sur scène. Et je vais pas en dire plus, mais c'est hilarant jusqu'où il va. La mise en scène, la situation en elle-même, elle n'est pas ultra recherchée, mais c'est surtout son jeu, cette façon d'exagérer et sa façon de jouer sur son parler qui fait marcher ça aussi bien. C'est quelqu'un qui a conscience de son talent dans les mimiques et dans le déplacement et il le joue à de nombreux moments très très bien. Par exemple, il y a même un sketch qui est un hommage à Fernand Reynaud. Fernand Reynaud qui n'est pas dans ma liste mais que j'aime bien aussi. Je n'ai pas cité tous les humoristes que j'ai suivis. Et bon, c'est un petit peu un truc de chauvin aussi parce qu'il était il est de la même région que moi, Fernand Reynaud. Mais voilà, en reprenant un sketch inspiré par lui où il y avait peu ou prou pas de dialogue, il sait montrer l'étendue de son jeu par le non-verbal. Et il est très fort à ce niveau-là. Son énergie, son talent de faciès, c'est loin d'être rien. Et ça m'a toujours fait marrer à de nombreux moments. Alors oui, il a quelques personnages, dira-t-on, un peu discutables. Et il y a eu largement pire, je trouve. Et certaines de ses chansons, ben... Autant Beau le lavabo, c'était totalement assumé que c'était de la merde, quoi. Donc quand il a fait le sketch sur Beau le lavabo, c'était très marrant. Et elle seule, la chanson, elle vaut pas le coup, quoi. C'est pas le principe. Le principe, c'est sur scène, quoi. Voilà, le niveau intellectuel de certains textes est à revoir, mais il sait bien vendre ça grâce à son talent de jeu. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Numéro 14, Florence Foresti, que je connais surtout pour deux grands spectacles en scène qui sont très marrants, et également pas mal de participations au sketch de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Elle a participé à pas mal de ces cas-là, et elle était souvent drôle. Et aussi, je crois que c'est ça qui a lancé 20h10 pétante, présenté par Stéphane Bern sur Canal+. Si je ne m'abuse, hein, j'ai pas tout ça par cœur en tête. Et il a joué avec quelques-uns des Nous c'est nous, en partie. Donc elle a tiré son épingle du jeu en sachant être très drôle, en sachant avoir vraiment ses gimmicks une fois de plus. Et sa personnalité dans les différents personnages qu'elle incarnait. Ce qui fait qu'elle a décollé, elle a eu sa carrière, elle est devenue une actrice un petit peu connue grâce à ça, parce que malheureusement c'est le fil conducteur
qui arrive souvent. Quand on devient suffisamment célèbre grâce à la scène, et ben, on est propulsé au cinéma. Et si on arrive à avoir un tant soit peu de succès, on va rester au cinéma, parce que la scène c'est chiant quand même. Hein. Se présenter tous les soirs, pendant 1 heure et demie à faire des trucs qui demandent de l'énergie, eh ben, c'est sympathique, mais ça épuise. Alors que bon, jouer un film une fois, tourner pour un film, ça va, hein, c'est beaucoup moins éreintant. Malheureusement, il y a un petit peu ça. Et je la trouve super drôle. Elle sait jouer avec les intonations dans les aigus pour bien appuyer les sautes d'humeur, notamment, qui sont très marrantes, et le côté un petit peu gamin de certains trucs qu'elle présente. Même son sketch bonus de fin de spectacle, le premier spectacle sur l'avion de Barbie, c'est très marrant, la façon dont elle le joue et la façon dont elle tire autour d'un élément à la con comme ça, autant de matériel. Ça montre l'inspiration qu'on peut avoir. Et si, dernièrement, j'ai un petit peu moins fait gaffe à sa carrière humoristique, si ça se trouve, elle a fait d'autres spectacles que j'ai pas bien suivis, j'ai un souvenir assez indélébile de ce qu'elle a porté sur scène à ses débuts, et même dans les nombreux sketchs auxquels elle a participé, qu'elle a bossé à la télévision à de très nombreux moments. C'est une énorme quantité de travail, et pour que la grande majorité du temps ça marche, c'est un niveau de qualité assez louable, très notable de sa part. Numéro 13, Anthony Cavana. C'est le plus proche du comédien de stand-up américain que je connaisse, dans un sens. Il a, une fois de plus, énormément d'énergie. On sent, quand il est sur scène, il sue à fond, quoi. Il se lance à fond dans ses sketchs. Le premier spectacle, il a fait connaître au début des années 2000, était hilarant, ou fin des années 90, je ne sais plus exactement, où il savait se moquer de beaucoup de trucs, un peu de lui-même, un peu des autres, etc., en jouant avec le public. Et il avait ce côté, j'ose être un petit peu libidineux dans certains points, ce qui était pas aussi courant que maintenant, et il a vraiment fait ressentir son énergie, et c'est là que je me rends compte que cette liste va être super chiante en fait, parce que je n'arrive pas à trouver d'arguments particulièrement recherchés pour la plupart de ceux-là. Bon, ça va peut-être changer à partir du suivant, mais ouais, c'est ça, ce sont des comédiens énergiques, et qui font bien passer leur peps sur scène. Voilà, c'est ça le numéro 15 à 13. Heureusement que j'ai passé plusieurs minutes dessus, hein, c'était très développé. Je m'excuse. Ces listes, j'essaie de le préparer un petit peu à l'avance, mais j'ai pas des masses d'arguments à dire quand quelque chose me fait marrer. Ça va surtout reposer sur des concepts qui se répéteront un petit peu, l'énergie, le talent de jeu et la recherche de texte et de thèmes. Alors, dans le cas d'Anthony Cavana, Florence Foresti et Vincent Lagaffe, bon, on n'est clairement pas dans la recherche ultra poussée, thématiquement parlant, en termes de texte. C'est surtout comment il le joue. Et c'est très important, ça j'en parlerai. Mais, il le fait super bien, quoi. Ah, très énergique, très fun. Je pense que mon sketch préféré, c'est celui sur la scie. Surtout sa façon de faire participer les gens, ça aussi. On sent cette espèce de naturel à interagir avec les spectateurs qui n'est pas facile pour tout le monde. Hein. C'est vraiment pas le cas de tout le monde, mais lui, ça se passe très bien. Vraiment très bien. Il est très doué pour ça. Et vraiment marrant. Numéro 12, François Morin. Là, on est dans un cas un petit peu particulier. Je ne veux pas dire une seule seconde qu'il n'a pas d'énergie sur scène, il en a un petit peu, mais c'est plutôt une personnalité qui fait ressortir un côté pince sans rire, très poussé, qui fait que ces sketchs marchent beaucoup sur la durée. On est happé dans ces spectacles sur scène parce qu'on a affaire à cette espèce de figure professorale qu'il affiche à chaque fois, hein, c'est vraiment le même personnage qui joue tout le temps, et qui essaye de montrer un petit peu son érudition sur des tonnes de domaines qui, pour la plupart, sont complètement anecdotiques et ridicules. Mais il tient quand même à se donner ce cachet qu'il rend vraiment très marrant, à plusieurs moments.
Et ouais, ça n'empêche pas d'avoir quelques petits pics d'énergie, quoi. C'est pas quelqu'un qui parle toujours avec le même débit. Des fois, il appuie que certains trucs sont énervants, il gueule un petit peu, et des fois, c'est pour des trucs ridicules, des fois pour des bonnes raisons. Il y a ce tac au tac, cette espèce d'échange, des fois c'est ridicule, des fois il dit quelque chose d'un peu pertinent, ce qui fait qu'on ressort pas complètement sans rien du spectacle. Et je trouve ça assez fascinant à suivre. C'est pas celui qui me fait le plus rire aux éclats, même si de temps en temps ça marche très bien, mais je trouve que dans sa recherche, il est très sympathique à suivre. Et il vaut largement le coup d'œil. Et ça lui vient bien entendu au départ de son personnage du professeur Morin dans l'émission Palace. Pour ceux qui se souviennent, même moi j'étais pas né quand ça a commencé presque. Je suis presque sûr, ou alors j'avais 1 ou 2 ans, hein. Tellement c'était vieux. J'ai découvert ça un petit peu sur le tard, hein. C'est pas sur le coup. Et je suis pas ultra fan de Palace, ça dépend des sketchs, mais ceux qui marchent presque tout le temps, ceux qui marchaient presque tout le temps, bah, c'était autour du professeur. Il a cette verve très particulière et ce côté qui nous laisse vraiment quelque chose dans ses spectacles qui marche beaucoup. Et il mérite à être connu, il a cette reconnaissance, mais il mériterait d'être plus connu que ça même, je trouve. Numéro 11, Chevalier et Las Palais, un duo que j'adore sur scène, et seulement sur scène, et avant une certaine période, ouais, comment dire, les quelques tentatives de films qu'ils ont fait et de projets solo n'ont jamais énormément été marquants pour moi, et c'est vraiment ce côté personnalité très à part qui se clashent ou des fois qui se complètent et qui passent superbement bien avec évidemment ces fions qui s'envoient les uns les autres. Les meilleurs sketchs pour moi de Chevalier Las sont ceux-là. Un de mes sketchs préférés au monde, pas juste de leur part, mais un de mes sketchs préférés au monde, c'est celui sur le train pour Pau. Hilarant. Alors ça dépend comment il est interprété, mais c'est d'un classique qui ne se démode pas. Pour moi, ce côté complètement absurde des possibilités pour aller de Paris à Pau et le fait que celui qui veut voyager finisse par se dire qu'est-ce que je peux faire, vous me proposez que des conneries. C'est un des trucs les plus hilarants pour moi. Vraiment. Ce sketch, je le connais presque par cœur maintenant. Tellement je l'ai entendu, et tellement il parvient encore à me faire rire, quoi. Quand on a cette valeur-là, c'est assez énorme, c'est assez énorme. Mais oui, il y a d'autres sketchs qui sont un peu classiques de leur part, évidemment, il n'y a pas que celui-là, mais c'est juste pour dire que c'est un duo qui a su trouver sa dynamique et vraiment fonctionner. Et une fois que ça sort de ça, une fois que ça sort de ses habitudes, quand ça veut se donner des rôles un peu plus recherchés, comme dans Ma femme s'appelle Maurice, qui est pas mal, si vous avez vu la pièce de théâtre, j'aurais peut-être pu compter la pièce de théâtre, est-ce que ça compte pour... Oui, c'est un cas un petit peu entre les deux. Elle est vraiment pas mal, mais vraiment, c'est quand ils jouent l'un sur l'autre sur scène que ça fait des étincelles. Et quand on sort de ça, un peu moins. Numéro 10, Gad Elmaleh. Je vais pas me faire bien voir par certains. Sachez que fut un temps, il y a 10-12 ans de ça, je pense que ça aurait été mon top 2. Mon numéro 2 de cette liste. Il a donc un petit peu baissé depuis, hein, je tiens à appuyer, mais je peux pas une seule seconde ne pas le mettre dans ce top 15 parce que ça reste un pionnier de l'humour qui m'a fait délirer sur scène à plusieurs moments. Vraiment, ses premiers spectacles sont des bijoux où il a cette énergie, il a ce jeu, cette qualité de savoir faire les expressions et cette façon de savoir jouer avec le public. Je me souviens, j'ai été moi-même à un de ces spectacles directement sur scène, je l'ai vu directement, et il y avait la partie écrivons ce sketch ensemble. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette partie-là dans son spectacle, et il a su jouer ultra habilement avec les conneries que le public lui a dites. Alors, au point où c'en est hilarant, tu vois les trucs que tu balances un peu n'importe comment pour écrire une histoire, et lui qui arrive à jouer là-dessus, à se marrer avec le public, alors qu'il doit jouer ses sketchs entre-temps.
il doit préparer ça dans sa tête tout en jouant ses sketchs et arriver à improviser un truc qui soit aussi marrant. Vraiment, hein, vous avez peut-être vu la version du DVD, mais le fait qu'il ait réussi à faire ça dans chacun de ses spectacles, c'est énorme. Je trouve ça juste énorme. Mais bon, je vais être un petit peu obligé de parler de l'éléphant dans le couloir. Il a été accusé, à juste titre sur certains points, de recopier éhontément certains autres sketchs d'artistes américains et ou québécois, de les avoir donc mis à sa sauce sur scène. Et je vais dire clairement, ouais, c'est pas génial, déontologiquement, c'est un petit peu répréhensible, ça, c'est un petit peu répréhensible. Et ouais, je vais essayer de défendre un tout petit peu l'approche d'un point de vue création artistique. Parce que d'un point de vue déontologique, le mec aurait dû dire « Eh, c'est un sketch de trucs muches, je lui ai pris parce que je sais clairement que vous n'aurez jamais l'occasion de voir ces sketchs par vous-même, donc vous les découvrirez par moi-même, mais ils ne viennent pas de moi. Je le crédite et je lui donne peut-être une petite part de ce que je touche, je sais pas. Mais ça aurait dû être l'approche. Mais non, c'est pas ce qu'il fait. Et donc c'est problématique, hein. Légalement parlant, c'est problématique. Néanmoins, dans l'idée, je ne suis pas contre le fait de reprendre un sketch déjà fait et de le jouer à sa sauce, avec son propre talent. Je le redis, Gad Elmaleh a un talent de jeu sur scène indéniable pour moi. Et savoir reprendre ça à sa sauce, donner cette approche qui pour beaucoup sera la première qu'on verra, parce que voilà, on va pas suivre tous les comédiens, les humoristes de stand-up américains ou québécois, on les connaît pas, c'est pas aussi ouvert à nous que ça. C'est pas mauvais du tout dans l'idée. C'est juste que ouais, il fallait pas dire ah c'est moi qui ai créé ça, enfin donner cette impression que c'est lui qui a créé ça sans qualité personne d'autre. Ça c'est ultra vache, totalement. On est d'accord, je ne le défendrai pas sur cette partie-là. Mais l'idée de savoir raconter une histoire déjà connue à sa sauce en sachant bien le mettre en scène, bien le jouer, je ne suis pas contre ça. Je pourrais citer, allez, on va parler d'un cas polémique. Michel Leb, qui n'est pas dans cette liste, qui a fait pas mal de sketchs qui sont des reprises de blagues bien connues. Mais c'est des blagues populaires bien connues, hein. Lequel plus parlant pour moi, c'était la blague des archers pour avoir la main d'une princesse. Je vais pas aller plus loin que ça, c'est une blague connue si vous voulez la chercher. Sinon, si vous voulez la découvrir via le sketch de Michel Leb, je sais pas s'il est dispo sur YouTube ou pas, j'ai pas fait gaffe. J'ai vu ça autrement. Il reprend une blague déjà connue, mais il joue totalement sur la mise en scène, son talent d'acteur, parce qu'il sait jouer quand même, et ses gimmicks pour donner une vie à ça. Ça a beaucoup plus de pêche que si c'est juste moi qui racontais ce qui se passe avec peu d'inflexion. C'est ça qui est important. Et c'est juste pour dire que reprendre un texte en le jouant à sa sauce, en sachant bien jouer, ce n'est pas mauvais. Le truc, c'est qu'il faudrait quand même avouer que c'est pas son texte de base. Ce que certains ne font pas. Et ouais, une fois de plus, c'est ça, je ne me défends pas. Voilà, ça c'est dit. Et ouais, Gad Elmaleh, comme pas mal d'autres, fait partie de ces humoristes qui ont perdu leur grâce, entre guillemets, et qui sont moins drôles maintenant qu'avant. Mais je peux pas renier une seule seconde la force, la puissance de ces premiers spectacles qui restent pour moi des must-see, vraiment. Il a fait des sketchs énormes qui resteront pour moi, et je pourrais citer d'autres dans ce cas qui sont peut-être tout à fait dans mon top 15, comme Jamel par exemple. Depuis quelques temps, Jamel, c'est plus trop ça, mais ses premiers spectacles, ses deux premiers spectacles, c'était bien, c'était vraiment sympa. Il n'est pas tout à fait niveau top 15, mais je mets bien aussi. Je peux en citer pas mal d'autres comme ça. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de 15 humoristes et qui m'ont impacté en grandissant. Bref, j'ai perdu suffisamment de temps là-dessus. Passons au numéro 9, les Robins des Bois. Et je ne compte pas là-dedans, mais correspond totalement à leur humour. Le film rapidement pour en parler, c'est un film qui a eu une réception un peu tiède
de la part des gens, certains qui ont apprécié, pas d'autres, tout simplement parce que ce film, c'est totalement une retranscription de leur humour. C'est exactement ça leur humour. Eux qui font un peu n'importe quoi, des conneries sur scène, et qui n'hésitent pas à se balancer contre un mur juste pour être con ou quoi que ce soit. Et cette énergie, ce peps, une fois de plus, j'arrête pas de répéter les mêmes arguments, il est contagieux. Vraiment, c'est vraiment contagieux. Et t'es pris dans le délire, tu peux pas t'empêcher de te marrer. Et ils ont fait énormément de sketchs dans leur période télé qui étaient vraiment super drôles. Ils ont fait la cape et l'épée, le programme que je ne zappais jamais sur Canal+. Je regardais tout le temps ça. H, j'ai fini par me lasser un petit peu au bout d'un moment, mais je ne me suis jamais lassé de la cape et l'épée. Et ça m'a fait un petit quelque chose quand c'était la fin, parce que j'adorais leur énergie, j'adorais leur truc, quoi. Ils ont... Enfin, ils avaient, parce que malheureusement, et c'est comme j'ai dit dans d'autres cas avant, il y a pas mal de groupes qui finissent par se scinder, et chacun fait sa carrière de son côté. Et donc, certains s'en tirent mieux que d'autres, Jean-Paul Rouve et Marina Foïs, même PEF, à un certain degré en tant que réalisateur, ont réussi à avoir leur carrière, un petit peu moins les autres. Mais c'était vraiment fun de voir ce groupe interagir, se balancer des vacheries, avoir leur dynamique avec Pascal Vincent. Pascal Vincent, c'était mon préféré dans un sens. En fait, c'est presque toujours la tête de Turc mon préféré dans un groupe. Je pense que je m'identifie un petit peu. Il y avait quelque chose de super bon, et la cape et l'épée, ça a été une épopée, entre guillemets, une épopée humoristique vraiment, vraiment folle à suivre. Avec aussi ces nombreuses interventions de pas mal d'artistes qui n'hésitaient pas à se ridiculiser un petit peu pour participer avec eux. Beaucoup d'interventions qui étaient super drôles aussi à ce niveau-là, mais ils jouaient de cet humour-là auprès des Robin des Bois. Ils sont entrés dans l'ambiance Robin des Bois avec ça, et ils étaient énormes. Pour moi, ils étaient énormes. Ils ont été un petit peu vus comme des pseudo-successeurs au nul, qui ne fait pas partie de cette liste parce que je les ai jamais trouvés ultra drôles. J'en parlerai peut-être un petit peu dans pas longtemps parce qu'il y a un autre groupe humoriste dont je parlerai dans cette liste plus loin. Et ils auraient mérité d'être davantage remémorés avec le temps, ce qui est pas tant le cas que ça. On se souvient un peu des Robin des Bois, mais c'est pas ce dont on parle le plus. Un peu dommage, c'est mieux que les Nous c'est nous quand même, hein. Ils gardent une certaine notoriété, mais pas autant. Dommage. Numéro 8, Muriel Robin. Ah, ça va peut-être faire jaser certaines personnes, ça, hein. Muriel Robin, je l'ai adoré en spectacle jusqu'à... je me souviens plus du nom du spectacle en question. Celui où elle mettait en scène Blanche-Neige et les sept nains à sa façon, et elle piquait une crise, et c'était vraiment quelque chose de particulier. C'était son dernier spectacle où j'ai vraiment adoré Muriel Robin. Et j'aimais bien aussi l'approche de la chose. C'était vraiment le même personnage qui subissait ce qui lui tombait dessus. Et donc les sketchs s'imbriquaient dans une grande histoire globale qui était très marrante une bonne partie du temps. Néanmoins, on ne peut pas non plus nier que c'est ce spectacle-là qui a commencé à mettre en avant ces positions qui ont fini par, je pense, la couler un petit peu humoristiquement. Parce qu'après coup, non. Non, ça n'a plus trop passé, et je ne vais pas m'étendre une fois de plus sur ses positions politiques ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire que, après coup, d'un point de vue humoristique pur, c'était plus trop ça, Muriel Robin. Et c'est franchement dommage parce que c'était mon humoriste préféré pendant une bonne période de temps. Dans les années 90, c'est genre une des toutes premières que j'ai découvertes, et elle était hilarante. Son premier spectacle, fin années 80, il me semble, ou début années 90, je ne sais plus exactement, où elle avait encore les cheveux roux. Je pense qu'elle se les éteint en blond, ou peut-être qu'elle s'était teint en roux avant, et puis bref. Elle a été ultra énergique et à son pic en termes de présence sur scène. Ces sketchs étaient des bombes,
Vraiment, il y en a beaucoup qui sont devenus cultes et qui restent des classiques pour les gens aujourd'hui. Et à raison, ça le mérite totalement. Ouais, le sketch du répondeur reste un classique. Le sketch du salon de coiffure, évidemment, mais mon préféré qui fait partie de mon top 3 de tout sketch existant pour moi, c'est celui de l'addition. L'addition jouée par rapport à ses débuts, et tu vois le talent qu'elle avait à créer tout ce petit monde autour du seul rôle qu'elle joue et de tous les personnages qu'elle se crée. L'addition, en fait, c'est 12 personnes qui sont à table et chacun a son petit truc pour emmerder Muriel Robin, en fait. Parce que voilà, l'addition, elle peut pas se faire comme ça. Et donc, elle sait garder en tête ces 12 personnages et leurs petits trucs spécifiques, celle qui n'a pris qu'une salade et qui veut pas payer plus, celle qui se souvient pas de ce qu'elle a bouffé, celui qui est collé au bar, etc. Elle sait garder ça en tête et ça rend le truc tellement bon et tellement fluide en fait, avec notre personnage qui perd de plus en plus pied, qui perd de plus en plus son calme à vouloir essayer de faire le compte avec tout ce qu'il y a, tous les plats, qu'est-ce que t'as mangé toi, qu'est-ce que t'as mangé toi, et qui au bout d'un moment pète un câble, et, et savoir jouer avec ces personnages-là, savoir nous transporter dans cette scène avec tous ces personnages, par rapport à sa réaction, à ça, c'est du grand art. Pour moi, c'est du grand art, c'est sublime. C'est sublime de comédie. Donc, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher maintenant, il y aura toujours cette partie-là de Muriel Robin qui est incontournable, indétrônable. Et que j'aurais même pu situer plus haut que ça. Malheureusement, certains vieillissent mal et ça atténue un tout petit peu la puissance de ce qu'ils étaient. Et ça se ressent un petit peu également pour le numéro 7, Jean-Marie Bigard. Super drôle. Alors je sais ce qu'est le personnage maintenant. Je sais vraiment ce qu'est devenu l'homme Jean-Marie Bigard. Donc, qui n'est pas totalement incohérent avec ce qu'il était avant. C'est quelqu'un qui était à fond sur le bon vivre et que ça dérangeait pas de boire un petit peu régulièrement. Et on ressent bien les effets de la chose sur le vieillage, malheureusement. Donc il est plus aussi percutant qu'avant et il fait un peu peine à voir quand on le voit à l'heure actuelle, malheureusement, Jean-Marie Bigard. Et ouais, c'est pour ça que je garde surtout un souvenir cher de lui lorsqu'il était à son grand niveau. Ce qui est le cas pour beaucoup d'autres. Une fois de plus, j'aurais pu, si j'avais été fan des sketchs de Pierre Palmade de son époque, le citer dans ce top 15. Il n'est pas dans ce top 15. Parce que je détestais pas ces sketchs de quand il était plus jeune. Mais c'était pas le plus hilarant pour moi, voilà. Et je trouve que c'était pas le plus grand acteur du monde, quoi. Il n'avait pas cette puissance sur scène qu'ont d'autres humoristes. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je le situe pas dans mon top 15. Mais si j'avais adoré ces sketchs, vraiment, et ben, en dépit de ce qui s'est passé dernièrement, j'aurais mis Pierre Palmade dans mon top 15. Mais il n'y est pas, parce que voilà, je ne trouve pas que c'était un des plus grands humoristes qui soit. Voilà, je tenais à faire cette parenthèse-là. Et donc, ouais, j'adore le Jean-Marie Bigard d'avant les années 2015, qui après, j'adore ce gars. C'est un mec qui est le premier à avoir vraiment assumé la vulgarité sur scène en France. Le gars qui se dit, ok, mon personnage, il ose parler un peu vulgairement de sujets qui sont peut-être un peu gras, mais qui aideront à décompresser les gens. Pour parler de ça. Lui-même, il le défend un peu comme ça dans ses spectacles, et ça se ressent un peu, cette façon, ce franc-parler, et cette véracité qu'il affiche dans ses spectacles est vraiment touchante. Et on sent que c'est quelqu'un de très chaleureux, en tout cas, dans ce qu'il affiche, évidemment. Et ça se trouve c'était un connard derrière la scène, mais sur scène, lorsqu'il était avec les gens, il donnait vraiment cette impression d'être quelqu'un
de serviable, de chaleureux qui vous traite pas de haut, quoi. C'est pas moi qui suis sur scène, etc. Vous êtes vraiment des gens, et je me mets au même niveau que vous. C'est ce qui se ressentait avec beaucoup de ces sketchs. Et ouais, le fait qu'il ose tacler pas mal de sujets un petit peu gras avec son franc-parler, ça a énormément aidé à décrisper pas mal de gens, dont moi, sur certains sujets. Et je trouve ça énorme. Et c'était pas non plus juste du vulgaire, irréfléchi, qui n'avait absolument aucun propos. Dans une partie de ces spectacles, il y avait un côté un peu informatif. Dans Des animaux et des hommes, je pense que c'est son meilleur spectacle à un certain degré. Il y avait ce côté très éducatif sur ce que les animaux apportent, la vie des animaux, et comment on peut faire des parallèles avec notre vie à nous. Pour nous dire qu'en fait, en soi, on est des animaux nous-mêmes. Et que si nos pratiques sont plus recherchées, et qu'il ne faut pas l'oublier hein, quand même, on a cette part animale en nous, et ce parallèle peut se faire facilement avec les animaux. Et les trucs cocasses qu'on apprend sur le règne animal, certaines pratiques qui se font, c'est très, très drôle, il a su jouer là-dessus, par exemple. Mais il n'y avait pas que ça, il y a eu énormément de ces sketchs qui sont devenus ultra cultes. Et ouais, comme d'autres, le temps ne l'a pas arrangé, mais ça n'efface pas une seule seconde ce qu'il a accompli sur scène, qui est pour moi énorme. Numéro 6, Blanche Gardin. Une plus récente, dira-t-on. Bon, ça fait pas mal de temps maintenant qu'elle joue sur scène, mais disons que c'est pas... parmi les humoristes que j'ai découvert quand j'étais jeune et avec lesquels j'ai grandi, j'ai découverte relativement récemment. Et elle m'a soufflé parce que c'est quelqu'un de vraiment puissante dans le cynisme qu'elle renvoie et sa façon de tacler beaucoup de sujets actuels qui sont pas forcément évidents à discuter, mais elle le fait très bien, elle le fait avec un naturel et on sent ce côté je sais poser ma réflexion tout en sachant avoir ce cynisme très piquant, très pinçant, qui fait mouche à de nombreux moments. C'est ça, Blanche Gardin. Et ouais, lorsqu'elle critique les réseaux sociaux et commence à un petit peu azimuter la façon de socialiser des gens, par exemple, c'est brillant. C'est brillant de simplicité, mais en même temps de personnalité. Elle a ce côté retenu qui passe très bien par rapport au thème qu'elle traite et ça rend quelque chose de vraiment puissant. Humoristiquement, parce que voilà, les pics font cet effet très fort lorsqu'on sait vraiment tacler des sujets assez graves avec pile le bon recul et pile le bon ton, mais en même temps instructif puisque on a une réflexion qui en ressort et c'est très bon ça. J'ai aussi eu l'occasion de voir quelques-unes de ses interventions à la télévision ou à certaines cérémonies où elle savait rester piquante et faire passer intelligemment certains messages. Elle est vraiment douée. Numéro 5, Shirley et Dino. Pas tout à fait le même registre. Ce sont un peu des gens du spectacle cirque en fait, qui ont été mis en avant grâce à Patrick Sébastien. Mais donc je lui en suis reconnaissant pour ça, hein, Patrick Sébastien. C'est pas ce que j'appellerais quelqu'un de très poussé en termes de recherche de texte ou d'humour, mais il a su donner sa chance à beaucoup d'artistes en fait, de ce type-là. Et même si son émission, c'est lui qu'on met en avant, ça vole pas très haut, le fait qu'il vraiment donne cette chance à autant de gens, fasse découvrir à la populace des styles d'art qui sont pas aussi évidents, je trouve que c'est assez louable, vraiment très louable de sa part. Et il a su mettre en avant deux personnes qui sont nées un petit peu de ce style-là, de ces arts-là, et qui ont su mettre ça en spectacle à partir de deux personnages qui sont juste hilarants. C'est un couple de base, et donc ils sont créés donc ces personnalités de cousins-cousines qui se rentrent dans l'art l'un de l'autre. Le cousin qui est du genre vraiment à tout prendre à la rigolade, tout tourner en dérision. Elle qui a ce côté un peu envahissante et qui, par sa voix nasillarde exagérée, peut être un petit peu un peu lourde de façon recherchée et vous créez une dynamique entre eux qui est génialissime. Les nombreuses
pique qu'il se lance, le tac au tac qu'il se crée, ce jeu aussi sur les numéros ratés qu'ils essayent de mettre en scène, tout en voulant donner un peu du mérite à ces numéros, en invitant notamment dans un de leurs spectacles des artistes. Il y a cet hommage au spectacle, au cirque à un certain degré qui est vraiment palpable et que je trouve ultra fort à ce niveau-là. Mais c'est surtout cette dynamique hilarante, eux qui savent jouer l'un sur l'autre, eux qui sont vraiment totalement en harmonie pour créer cette désharmonie, entre guillemets, et qui offrent des tonnes de moments qui font rire aux éclats. Je veux dire, bon, c'est pas un sketch qu'ils ont fait sur scène, mais lorsqu'ils ont fait une reprise de Biche ma biche, et que Tino essayait d'emmerder Shirley, ce genre de mise en scène, pour moi c'est du pain béni, parce que ça joue totalement sur ces deux personnalités, l'un qui veut déconner, l'autre qui est énervé et qui subit et qui essaye un petit peu de lui répondre. C'est génial. Ils ont créé des personnalités, un duo décapant qui rend excessivement bien sur scène et qui rend hommage à beaucoup de choses. Alors peut-être que certains trouveront la personnalité de Shirley peut-être un petit peu agaçante. C'est un peu voulu, c'est une fine ligne, je peux comprendre que ça dépasse pour certains. Moi, ça rentre pile poil, hein. Et c'est juste parfait. Ils ont rendu quelque chose de vraiment parfait dans leur duo de là. Numéro 4, Danny Boone. Ouais, vous rêvez pas, j'ose. Parce que, une fois de plus, je le redis, je ne prends pas en compte carrière au cinéma ou en série. Parce que maintenant, voilà, Danny Boone, il est plus connu pour sa carrière au cinéma. Donc, je vais en reparler plus tard, ça. Mais, vraiment, si on oublie ça, si on regarde juste ces spectacles sur scène, et l'énergie qu'il donne, parce qu'une fois de plus, c'est l'argument numéro un, mais l'énergie, la fougue qu'il met en avant, et cette façon très humble de faire passer ses connaissances, parce que c'est quelqu'un qui a des connaissances en musique, hein. Il sait se débrouiller au piano, à la guitare, il sait parler plusieurs langues, il est physique, le gars est vraiment physique, il a énormément de cordes à son arc, il sait faire beaucoup de trucs, et il met ça au service d'un personnage qu'il aime bien ridiculiser en fait, de ce gars qui en fait des caisses et qui est décapant une fois de plus, qui est vraiment hilarant. La plupart de ces sketchs sont goldés, quoi. Le sketch du dépressif, en dehors de dépeindre peut-être une certaine réalité qui est un peu véritable, il sait appuyer le côté très perturbé du gars qui passe à la perfection. Il y a ce sketch où il chante Laisse-moi t'aimer et où tout le principe c'est juste un harnais qui fonctionne pas et lui qui s'énerve, qui manque de se péter la gueule. Vous imaginez pas comme ça doit être dangereux à faire ce genre de truc. Préparer ça, mais il ose, il se met en avant, il est physique dans son jeu sur scène et sa capacité à faire toutes ses voix, toutes ses intonations, c'est énorme. C'est énorme. Le gars est ultra doué. Et je vais le dire clairement, oui, c'est dommage qu'il soit surtout reconnu maintenant pour son rôle de Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que son accent ch'ti, il l'a mis en avant assez tôt dans ses spectacles, il a joué là-dessus, c'est toujours une partie sympathique hein, de ses spectacles, il assumait totalement ses origines et il s'en moquait tout en ne tournant pas ça trop ridicule, en essayant de montrer qu'il y a quelque chose qui en ressort. Et c'est peut-être un peu ce que veut faire passer le film. Le problème, c'est que ouais, le film est devenu tellement populaire que c'est ce à quoi on l'assimile. Et il joue là-dessus. Genre, il a fait 3 films maintenant où il joue ce personnage-là et cet accent. Et... ouais, ça se perd un petit peu, hein. Et ouais, sa carrière cinématographique, sans vouloir lui cracher dessus parce qu'il n'a pas joué que dans des films mauvais ou quoi que ce soit, c'est pas le meilleur niveau de son talent qui est mis en avant. Le meilleur niveau de son talent, c'est lorsqu'il est sur scène et qu'il se donne à fond pour faire rire et ça marche du tonnerre. Je l'adore sur scène.
La plupart de ses sketchs sont de la balle, vraiment. Il mérite qu'on se souvienne de lui pour ça, et pas juste pour Bienvenue chez les Ch'tis, ce serait cool. Numéro 3, les inconnus. C'est tellement un classique maintenant. Leurs vidéos sur YouTube ont un succès phénoménal. Les gens continuent de se les revoir en se disant que c'est ça qui représentait le mieux les années 90, avec leur côté délire assumé et la recherche des sketchs, et ça se ressent vraiment. Parce qu'ils ont vraiment brillé, en partie avec leurs sketchs sur scène. Ils ont fait plusieurs spectacles, au moins 2 sur scène en tant que les inconnus. Ils ont fait également beaucoup de sketchs télévisés qui étaient des grandes pépites, hein, des pépites énormes. Et c'est en prenant en compte également leurs parodies de chansons qui sont très recherchées en fait. Vraiment, c'est cette façon d'approcher quelque chose de populaire, de donner cette dimension comique très exagérée, sans dénaturer vraiment la force musicale de ce qu'est ce type de musique. Je trouve ça très très bon, très recherché. On sent qu'on a affaire à des gars qui savent ce qu'ils écrivent, qui savent ce qu'ils composent, en faisant passer à plusieurs moments des petits messages un peu directs qui passent bien. La façon dont les publicitaires, en règle générale, prennent les gens pour des abrutis. On se souviendra toujours, enfin beaucoup, je me souviendrai toujours de cette réplique de leur sketch. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Et la façon dont ils le jouent aussi est énorme. C'est très fort cette façon de faire de la satire sociale à travers leurs sketchs, et ça se ressent très bien. Le message passe toujours très bien. Et ça ose aller politiquement loin, ça se moque de pas mal de cas bon, de l'époque. Mais il y a pas mal de, de sketchs qui sont encore d'actualité hein, à cet égard-là. Ça a presque pas vieilli ces trucs-là. Et ça s'est se moquer de tous bords, hein, ça s'est foutu de la gueule des pétasses en règle générale, donc pas toutes les filles, certains types de filles, et après ça s'est moqué de la gueule de certains types de mecs. Après coup, ils ont assumé que ouais, on peut dire du mal des deux côtés. C'est un truc qui me plaît bien, j'aime ce genre de sketch. Il reste un incontournable, peut-être les plus iconiques de leur époque maintenant, lorsqu'on revient aux années 90. Peut-être les humoristes les plus iconiques considérés maintenant de cette époque-là. Et ouais, ils ont fini par tomber dans le cinéma, par partir un petit peu chacun de leur côté, parce que bon, ce sont tous les trois des acteurs de talent, donc c'est évident, en se réunissant de temps en temps, histoire d'eux. Leurs films des inconnus sont pas mauvais, sans être les plus grands films au monde. Oui, je sais, certains diront, mais quand même, les trois frères et tout, ouais. Ça va, c'est pas mauvais du tout, hein, c'est bien, mais c'est pas ce que j'appellerais une des plus grandes comédies au monde. Néanmoins, ouais, ils ont su réussir ça mieux que les nuls, parce que ouais, ils étaient un petit peu en concurrence, sans le vouloir vraiment, hein, sans l'être vraiment, mais avec les nuls en termes d'approche. Et je veux dire clairement, ouais, c'était mieux que les nuls, hein, largement. Les nuls, à part quelques sketchs de temps en temps, ça n'a pas su vraiment rester ancré pour moi. Et je pense que pour pas mal de gens aussi, hein, on parle plus autant des nuls et qu'avant. Et c'est surtout leur film, enfin surtout leur film au singulier, La Cité de la Peur, qui a été retenu, qui est une bonne comédie là aussi, très réussie. Mais au-delà de ça, en termes de ce qu'ils ont créé comme sketch, ça n'a pas su s'ancrer si bien que ça. Même si ça a su mettre en avant la carrière de beaucoup de ces humoristes qui maintenant ont une carrière qui n'est plus à redire. Mais ouais, ça fait pas le figure par rapport à l'héritage qu'a laissé le groupe des Inconnus qui n'a jamais aussi mal porté son nom. Numéro 2, Jérémy Ferrari. Pour ceux qui m'ont suivi un petit peu en détail, vous devriez avoir une assez forte idée du top 2 déjà, mais autant regarder le petit suspense. Donc ouais, Jérémy Ferrari est l'humoriste récent que j'adore le plus, parce que c'est quelqu'un qui ose tellement. Je le trouve tellement pertinent et tellement fort dans les sujets qu'il ose tacler, en ayant ce côté j'ose tout, je fais de l'humour noir très piquant dans le personnage que je joue, tout en faisant vraiment ce commentaire sur énormément d'institutions, de problèmes qui
surviennent vraiment dans notre société, globalement, pas forcément en France d'ailleurs, avec ce côté ultra osé. Parce que voilà, dédier tout un spectacle à critiquer les dérives des religions, surtout, on va pas se le cacher, le christianisme et l'islam, mais on tacle un petit peu tout, je trouve que c'est super osé. Et c'est pas juste des trucs de base où on part sur des clichés évidents, c'est recherché. Il a pris le temps de lire les 3 bouquins principaux des 3 grandes religions, en plus de quelques autres. Et il fait un travail de recherche de dingue, et c'est qu'un premier cas. Dans d'autres cas, il a fait des recherches sur d'autres sujets. Son spectacle le plus récent, il a fait des recherches très poussées sur le milieu médical. Et on sent que c'est vraiment très recherché, avec ne serait-ce que son sketch qu'il a partagé sur l'homéopathie, qui est une grosse arnaque, et il le démontre bien. Et autres, je me souviens, avant son avant-dernier spectacle, on est allé le voir directement avec moi et mes parents, et c'était une fois de plus super pertinent et super drôle. Il y avait un sketch de fin sur tout ce qui est association. Les associations et comment elles gèrent l'argent qu'on leur donne. Et quand on fait un petit peu gaffe au compte, c'est un petit peu douteux hein, sur plusieurs cas. Hein. Et donc, il va tacler ça. Il va vraiment mettre en avant, avec preuve à l'appui, recherche à l'appui, des problèmes qu'il y a avec pas mal d'institutions, des organisations, tout en expliquant comment fonctionnent certaines choses. On ressort vraiment enrichi intellectuellement de ces spectacles, tout en ayant profité d'un humour noir vraiment bien incorporé et qui pique vraiment là aussi, autour du personnage qu'il se crée, et je trouve ça juste excellentissime. Le mec a un talent énorme, que ce soit pour sa présence sur scène, c'est pas le plus énergique de ceux que j'ai cités, mais il a quand même pas mal d'énergie, et surtout pour son texte et comment il le fait passer. C'est le texte le plus recherché, intelligemment engagé que j'ai vu chez un humoriste, sans que ça fasse moralisateur en fait. C'est juste, on critique quelque chose et on le fait avec pile poil la bonne dose de dérision, pile poil la bonne dose d'humour incisif pour que ce soit ultra digeste. Ça demande un talent énorme et ce mec le fait avec brio, tout simplement. Et c'est un peu son truc, hein, son fer de lance depuis le départ, l'humour noir, puisqu'il a été lancé lui aussi par Laurent Ruquier. C'était pas la même émission, je me souviens plus, mince. Une émission où différents humoristes se présentaient, ils étaient notés, et il a duré un petit moment le gars, hein, c'est devenu un incontournable du lot. Il a même participé à quelques émissions. Laurent Ruquier a bien aidé à se mettre en avant, et suite à ça, il a fait ses propres spectacles, il est allé à fond dans son envie de tacler des sujets graves sans entrer dans le misérabilisme comme il le dit lui-même. C'est un truc que je respecte énormément chez le gars. Et à chaque fois qu'on le voit en débat dans des émissions, sur des plateaux, on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui fait gaffe aux problèmes actuels et qui sait reprendre des conneries lorsqu'on les dit. Vraiment. Ce mec est ultra intelligent, piquant, puissant, drôle, il est génial. C'est quelqu'un que j'ai appris à respecter énormément. Il y a pas mal de gens qui mettent un peu en fer de lance sur un pédestal Alexandre Astier, parce que c'est un peu le porte-parole des geeks pour certains, et il a de très bonnes réflexions, mais pour moi, j'aime beaucoup une bonne partie de ce que fait Alexandre Astier. Je ne le considère pas non plus au niveau idole, modèle à penser. Vraiment. J'ai beaucoup de respect pour lui et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais c'est vraiment Jérémy Ferrari qui rentre dans cette catégorie pour moi. Chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il fait des sketchs, j'ai vraiment le sentiment d'avoir affaire à la perfection intellectuelle dans l'exercice, entre guillemets. J'exagère le trait, excusez-moi, hein, une fois de plus, c'est improvisé cette vidéo, donc évidemment que je dis des termes peut-être un petit peu trop forts, mais voilà, ce mec, c'est le plus grand modèle
en termes d'humoriste qu'on fasse ces derniers temps. Néanmoins, il est battu par numéro 1, Raymond DeVos. Ce gars est une légende de la langue française. Je ne me sens pas plus fier d'avoir le français comme langue que quand j'écoute parler Raymond DeVos et son jeu sur les mots qui est sublime. Faut arrêter de croire que dès lors qu'il y a un jeu de mots, il est forcément facile ou cheap. Malheureusement, c'est plus souvent le cas que l'inverse. Mais on s'est montré avec des artistes comme Raymond DeVos, et il en a fait la perfection, le perfectionnement dans l'art, le principe de jouer avec la langue pour apporter un humour, un rire de qualité. Beaucoup de gens disent l'humour c'est subjectif. Je ne suis toujours pas d'accord avec ça, j'en ai déjà parlé à quelques reprises. L'humour n'est pas subjectif à 100%. Il l'est en partie évidemment, mais c'est surtout ce qui vous fera rire qui est subjectif. Vous serez plus réceptif envers certains types d'humour, évidemment. Néanmoins, l'humour, si on prend vraiment la qualité, le niveau de recherche, il y a des types d'humour qui sont plus recherchés que d'autres. Et si pour vous ce critère-là c'est subjectif, ça veut dire que vous envisagez qu'on puisse mettre au même niveau l'humour de quelqu'un comme, je sais pas moi, Koé et Raymond DeVos, quoi. Et je peux pas, je peux pas, je peux pas accepter ça, non, vraiment, parce qu'il y a un niveau de recherche, il y a un niveau de mise en scène, un niveau d'application, d'implication, et ça se jauge, ça. C'est pas un truc qui se décide arbitrairement parce que un truc nous a parlé ou pas. Dans le cas de Raymond DeVos, peut-être pas dans l'énergie qui fait passer le plus puissant qui soit, même si il fait quand même de la petite mise en scène, c'est surtout la recherche au niveau du texte et le fait de nous faire rire en nous faisant réfléchir, en nous faisant dire waouh, la langue que je parle peut permettre des cocasseries de ce niveau-là. C'est ça qui est énorme. Il y a tellement de sketchs de lui qui sont des perles à découvrir, à entendre, à réentendre certains même que j'ai dû réécouter plusieurs fois avant de comprendre complètement toutes les subtilités qu'il voulait faire passer. Et encore, je dis ça, peut-être que j'ai pas compris certaines subtilités en plus que j'ai encore loupé. C'est énorme, cette recherche dans le texte. C'est en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain de sketch, je trouve que c'est le plus fort de loin par rapport aux autres. En dépit du fait qu'il prendra peut-être moins de risques que Jérémy Ferrari, sur le principe, c'est sûr, mais il compense ça en étant tellement noble dans son écriture, en étant tellement fin et subtil que c'est génial. Et en plus de ça, pour moi, c'est un clown qui s'assume. Il adore faire des grosses gimmicks, il adore se tourner un petit peu en ridicule, il joue un peu sur son embonpoint, quoi. Il se moque de lui-même à ce niveau-là. Il aime faire rire, un peu comme les clowns font rire à certains moments. Et on voit ses débuts dans le cirque, dans sa façon de vouloir faire rire les gens de temps en temps. Et c'est quelque chose qui m'a toujours... J'ai toujours été un peu conquis par ça. J'ai toujours trouvé ça très beau. Cette personne qui montrait dans sa gestuelle, ses expressions, que son but premier c'était de faire rire sans hésiter une seule seconde à se tourner ridicule, mais qui montrait que en plus de ça, on pouvait être réfléchi. En plus de ça, on pouvait faire du beau. Du beau tellement fin et fort en même temps. Et ouais, je vous cache pas, à chaque fois que je pense à sa mort, même si il est mort de sa belle mort sur le principe, ça me fait un coup parce que c'est un mec que j'aurais adoré entendre encore plus faire des sketchs. J'aimerais encore l'entendre faire des tirades avec toute sa finesse. Mais je dois me contenter de tout ce qu'il a fait parce qu'il a une longue carrière, le gars. Hein, il a fait un duo avec Fernand Reynaud quand il était bien plus jeune. Et même ses tout premiers sketchs, je renvoyais ça, le train pour Caen, le rond-point. Ceux-là ont vraiment posé ce qu'il était, ce qu'il caractérisait en tant qu'auteur. Et ça fait partie de ces cas qu'on retrouvera malheureusement jamais. Donc, ouais. Je vous conseille sincèrement, si vous ne connaissez pas, de jeter un œil à ces sketchs qui sont présents sur
sur YouTube. Si vous voulez savoir ce que c'est que de faire du vrai jeu de mots, parce que ce type en a fait un art incontesté. Et voilà un petit peu le topo de mes humoristes préférés. J'ai pas cité tout ce que je connaissais, n'hésitez pas, vous, en commentaire, à citer les humoristes qui vous plaisent le plus. En attendant, je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour de futures vidéos. Bye!